Copains et copines, re-bienvenue à Dread sur le Tape, votre humble serviteur à l'appareil, Monsieur David Bocage. Alors, ça va les copains? Ouais, ok. Ouais, d'accord, ouais, ok, ouais. Vous avez compris, les intros sont pas écrites. C'est free for all. J'espère que votre début d'année se passe bien, que vous avez profité des vacances, hein. Le train de la vie semble reprendre, mais je profite présentement de la Gaspésie et il fait bon vivre. La luminosité est bonne, la neige est blanche, les enfants pleurent. Cette semaine, Monsieur Boko Imama, que je croise depuis plusieurs années à la classique hivernale, est invité. Juste avant qu'on vienne dans l'épisode, juste vous rappeler que mes dates pour Montréal et Longueuil sont en vente au davidbocage.com. SRR, le spectacle c'est qui est le titre provisoire de rodage, hein? SRR, je sais les trucs, est en train d'évoluer. Merci à tout le monde qui sont venus le voir d'ailleurs au bordel en décembre. C'était superbe. Donc, pour venir me voir live, être un hurluberlu, et ça de manière écrite cette fois-ci, de manière plus préméditée, plus concise, plus efficace. Certes. davidbocage.com. OK. Donc, Boko Imama qui est passé chez moi pour enregistrer cet épisode le 29 juillet 2022. Seulement 4 jours de différence avec M. Laurent Turcot, épisode précédent. Et Boko est un gentil gaillard et je le croise depuis quelques années. On a le même massothérapeute et ça, c'est une information avec laquelle vous ne pouvez rien faire. C'est tout. That's all. 29 juillet 2022. Voici Bokonji Imama. Dread sur le Tape avec David Bocage. OK, un des meilleurs noms de l'histoire du hockey. Bokonji Imama. Comment ça va, Boko? Ça va super, David. Toi, comment ça va? Bon, ceux qui trouvent peut-être que la voix de Boko est un peu plus low-key, il faut expliquer que Boko sort d'un entraînement intensif en ce moment, n'est-ce pas? Exactement. Donc, je reprends encore mon souffle en ce moment. On ice, off ice? Les deux. Tabarouette. On reste occupé ici, là. Puis tu prends le temps de venir au podcast, fait que je l'apprécie sincèrement beaucoup de repousser ta sieste pour revenir me jaser. Merci. Écoute, je t'en devais une. Je vois ton podcast aller, là, puis j'attendais justement mon invitation. Ah, man. Tellement d'affaires à jaser. En plus, on va se recroiser à Classique à Kevin dans pas long. Oui. On s'est rencontrés, en fait, d'ailleurs. Écoute, je parlais de ton nom, Bokonji Imama. Toi, t'es un gars qui, je pense que tu viens de Montréal, c'est ça? Exactement, je viens de Montréal, dans le fond du quartier Notre-Dame-de-Grâce, dans l'ouest de l'île. DJ! Yeah, DJ! T'as grandi plus français, anglais? So, c'était quand même un bon mix des deux. Donc, j'allais à l'école française, mais tous mes voisins, c'était des anglophones. So, j'ai quand même toujours été dans un bon mix de deux. Je pense que NDJ aussi, c'est comme 50-50 comme quartier, là. Ouais, carrément. Pas très loin de où je suis en ce moment, à Côte-des-Neiges. Ton père, Imama, le nom Imama, ça vient de quelle origine, dans le fond? Yes, c'est africain, bon, du Congo, Kinshasa, Congo, pour être plus précis. Donc, c'est pour les gens qui sont pas très communs, familiers avec ce nom-là, ça vient du Congo en Afrique. Ça veut-tu dire, peut-être que je overread, mais ça veut-tu dire quelque chose, Bokonji? Est-ce que ça a une signification? Je pense que mon père m'avait dit que c'est comme un petit boss ou comme un président. Tu vois, dans certains, bon, je sais pas exactement comment qui essaie de décrire ça, mais je sais que ça veut dire quelque chose du genre. Ah, voilà. Imama, ça veut-tu dire quelque chose ou c'est... Ça c'est mon nom de famille. Je connais pas plus. Peut-être je devrais en demander aussi plus. On sait jamais. C'est moi qui commence le travail généalogique. Mais est-ce que ta mère aussi est du Congo? Exactement. Ma mère aussi elle vient du Congo. Mes deux parents dans le fond. Ils se sont rencontrés au Congo? Exactement. Ils se sont rencontrés au Congo, super jeunes. Mais les deux sont venus ici aussi à un très bas âge. Et puis ils ont commencé leur famille ici au Canada. Toi, t'es pas enfant unique, là, je pense. D'ailleurs, t'as une coupe de... Non. On a une équipe de football. Dans le fond, j'ai 4 sœurs. J'ai 4 sœurs que j'ai grandi avec
à la maison. Que des aussi filles. Un demi-frère. Ouais. Plus un Mais demi-frère. aussi un demi. Ouais, du côté de mon papa. Que lui, il vit en Afrique. Wow. Donc ouais, c'est quand même une grande famille. Toi, t'es le combienième dans la gang, là? Moi, je suis au milieu de mes 4 sœurs. Middle child. Middle child. Est-ce que c'était ça? On dit que typiquement, les middle child, c'est ceux qui retiennent des glue, on dit glue person, ceux qui sont les médiateurs, qui aiment pas la chicane, qui règlent. Est-ce que tu avais un peu ce rôle-là? Ben ouais, j'avais pas le choix. J'étais au milieu de 4 filles. Eux me rencontrent tous leurs problèmes parce que, tu sais, moi, je suis le gars. Je suis comme un petit peu comme dans le neutral. Fait que je sais exactement tout ce qui se passe. Et c'est vraiment moi le médiateur. C'est moi qui dois se mettre au milieu des disputes, puis qui explique, puis tu sais, qui calme la situation. Là. Fait que j'approuve. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Quand elle a dit bitch, elle l'a dit amicalement. C'était une joke. Exactement. Ben non, elle voulait pas dire que t'es une bitch. Elle voulait juste dire que t'étais belle. Tu vois. Est-ce que tes sœurs t'ont beaucoup suivi dans ta carrière? T'ont beaucoup encouragé dans ton... Ouais. Honnêtement, c'était... je pense que c'était ça le luxe aussi d'avoir 4 sœurs. C'est vraiment nice d'avoir des sœurs. Quand ça vient pour supporter, puis c'est juste encourager et tout ça, je pouvais pas demander de mieux, là. Wow, super. Tes parents, c'est quand même fou. Est-ce que tu sais, partir du Congo pour venir au Québec, c'est quand même... tu sais, ça fait longtemps que vous êtes établi ici, mais quand tu y repenses, quand même, tu t'en vas vraiment dans l'inconnu. Là, quand ils ont quitté, comme pourquoi le Québec? Tu sais? Pourquoi le Canada? Ouais. Mon père, il a toujours été ambitieux de même. C'est quelqu'un qui aime vraiment prendre des risques. Puis je pense que il voulait le bien aussi pour sa famille. Puis ça a commencé aussi à partir de mon grand-père. C'est lui, il a eu le luxe de venir étudier ici au Canada. À l'époque, c'était pas tout le monde qui avait ce luxe. Donc, ça permet aussi à exposer ses enfants au Canada, dont mon père. Et puis, depuis un tout jeune âge, c'est ça qu'est-ce qu'il me comptait, que lui, c'était son rêve de venir s'établir à l'extérieur, bâtir sa famille, puis juste de faire sa vie ailleurs qu'en Afrique. T'as-tu déjà eu la chance d'aller au Congo? Malheureusement, non. Toutes mes sœurs sont allées, mais tu vois, moi, avec mon horaire de hockey, il faudrait que je prenne au moins un bon mois off. Et puis, éventuellement, je vais faire le trip. Mais là, c'est sûr, avec l'horaire chargé, c'est un petit peu plus difficile. Il y a un humoriste québécois qui est d'origine du Congo. Je sais pas si tu as déjà croisé Dolino. Oui. Exact. Et je l'ai croisé récemment sur un show. Lui, il a été au Congo 0 à 7 ans. Pour ça, Cuba, 7 à 15. Puis il est venu au Québec après ça. Puis j'ai dit, t'es-tu allé au Congo récemment? Il m'a dit, ouais. Il dit, je reviens de là. Je suis allé 3 semaines. J'ai cool. Il dit, c'était comment? Il dit, c'était super, tout ça. Puis là, tu sais, j'ai jamais été au Congo. Je dis, comment tu te sentais là-bas? Est-ce que tu te sentais en sécurité? Il dit, oui. Bon. Il dit, c'est sûr, il y a une fois que j'ai pensé mourir, mais sinon, non, c'était super. J'ai dit, quoi? Puis il m'a dit, mais il s'est mis à me conter une anecdote incroyable, là, où, je sais pas si c'était un policier ou une policière avec un gun qui les suivait, puis il a dit, hey, arrêtez. Puis lui, il était avec un ami qui a dit, on n'arrête pas. On n'arrête jamais de marcher. On continue. Hey, arrêtez. Non, puis là, il criait au policier, non, si tu veux nous parler, là, viens avec nous. Puis là, il dit, j'ai entendu le gun faire cric, cric. Il dit, je te jure, là, comme tu vois ça dans les films, mais ça t'arrive pas dans le vie qu'il y a quelqu'un load un gun sur toi. Puis son ami a dit, je te jure, on n'arrête pas de marcher. Puis là, la personne, le policier ou la policière a dit, si t'arrêtes pas, je vais tirer. Puis là, son ami a dit, vas-y, tire! Puis il était comme, quoi? Ouais. Parce qu'il était comme, non, regarde. Puis là, ils ont continué finalement jusqu'à... Parce qu'il était rendu pas trop loin de chez eux. Puis il a dit, non, man, on faut qu'on aille jusque chez nous, man, parce que sinon, ça peut chier. Puis finalement, ils sont rendus à la maison en sécurité. Mais il m'a conté ça, mon gars. J'étais comme, tabarnak! J'avais un petit frisson dans le cou, là. Ouais, une des raisons aussi pourquoi j'ai pas été. Je tiens aussi à ma carrière d'hockey. alors, c'est pas vrai. Ouais. Non, mais tu entends des histoires comme ça, sur l'Afrique, un petit peu des histoires épeurantes, mais t'entends aussi des vraiment belles histoires. Fait que oui, non, c'est ça. Je voulais pas donner une bad rep. C'est juste, il m'a conté ça cette semaine. C'est juste un addon qu'on se croise, puis ça m'a fait rire aussi un peu parce que j'étais comme tabarouette. Tu sais, c'est comme, mais somme toute, tu sais. C'est sûr, c'est facile de rire du Québec. Hein? Ouais. Je pense pas que t'aurais ri si t'étais là-bas. Ah non, man, je me serais chié dessus pour des jours. Tu sais, pour ton père tes parents qui déménagent ici, tu sais, pour partir d'une famille, essayer d'offrir des opportunités à ses enfants, tu sais, de te voir, tu
faire ton chemin dans le hockey, puis cette année jouer dans la Ligue nationale, qu'est-ce que ça représente pour tes parents, ça? T'sais? Ben, c'est sûr, pour eux, c'est comme mission accomplie que, tu vois, un petit peu. Puis, tu vois, il n'y a pas juste moi aussi, mes sœurs aussi ils font très bien aussi dans leur propre cheminement, eux, dans leur petite vie. Mes parents sont super heureux. Tu sais, c'est comme je dis, c'est mission accomplie. Ils ont élevé, je pense, 5 bons enfants, super respectueux, qui sont en train de faire leur chemin dans la vie. C'est sûr que quand ça vient pour moi, tu sais, c'est un petit peu plus, pas pour rien enlever à mes sœurs, mais c'est sûr que c'est quand même aussi un gros exploit en tant que un jeune d'origine africaine qui a été capable de craquer la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que c'est encore un petit plus pour eux. Mais tu vois, en même temps aussi, tu sais, la job est pas finie aussi. Mon père, tu l'as déjà croisé, tu sais comment il est intense. Il est encore toujours sur moi. Fait que, en même temps, oui, c'est sûr qu'ils sont heureux, mais tu sais, le travail est pas fini. Puis non. Est-ce qu'il y en a d'autres, des Africains, des personnes ou des joueurs d'origine congolaise précisément? Des joueurs d'origine africaine, il y en a eu quelques-uns, je pense, mais des joueurs d'origine congolaise, est-ce qu'il y en a eu déjà dans la Ligue nationale de hockey? Je sais pas. Non, on n'en a jamais eu, jamais. Donc, ça a été moi le premier. Wow. Exact, ça a été moi le premier. Et puis ça, justement, ça c'est quelque chose que mon père aussi, il mettait toujours dans l'oreille. Je me rappelle quand je suis dans la Ligue américaine, en train d'essayer de mériter mon premier match, il me dit, ah ouais, let's go, il faut que tu me donnes, il faut que tu sois le premier joueur d'origine congolaise à percer. Fait que quand j'ai réussi ça, au moins c'est une petite badge d'honneur pour lui. Mais oui, tu sais, puis en plus quel sport qui, au début ton père devait dire c'est quoi ce sport-là? Mais tu sais quoi, il disait c'est quoi ce sport-là, mais c'est lui qui me poussait quand même à être là-dedans. Il savait que c'était le sport national. Mm-hmm. Tu vois, à Montréal, dans le temps à Montréal, tu sais, moi je suis né en 96, les Canadiens, ils étaient, c'est juste ça qu'il y avait, là, tu sais. Fait que ça a été un petit peu plus facile pour moi de m'embarquer là. Puis en même temps, c'est comme ça aussi que j'ai appris sur ma culture du Québec. Ouais. Fait que j'étais entouré des Québécois avec, tu sais, en tout cas, c'était juste un drôle d'expérience au début, mais en tout cas, maintenant, c'est juste normal. Je suis content. Ouais, mettons que comme vecteur d'intégration, le hockey, c'est pas mal la manière la plus efficace, je te dirais, de t'intégrer au Québec. C'est absolument. Plus que, tu vois, j'ai des cousins, des amis de mon origine, que eux, c'était pas le hockey, leur parcours. Et puis, clairement, je pensais que je me sentais un petit peu plus intégré juste à cause que moi, j'étais au hockey et j'étais plus autour de cette culture, quoi. Quand, tu sais, t'es un gars qui a pas froid aux yeux, t'as jeté les gants à plus d'une reprise. Que ton père, tes parents, quand ils te voient jeter les gants, qu'est-ce qu'ils te disent de ça? Ils ont appris à l'accepter. C'est sûr qu'au début, quand j'étais junior, il y avait beaucoup de stress. Puis leur stress, ça me causait à moi de la distraction. Fait que, tu vois, il faut que tu sépares un petit peu ta carrière professionnelle avec certaines relations. Tu sais, une relation familiale, c'est sûr que ça veut toujours te protéger, ça veut ton bien, mais à la fin de la journée, tu peux pas juste avoir la sympathie des autres. Tu sais, j'ai quand même un travail à faire. Et puis maintenant, je vois qu'ils comprennent puis sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Puis même une drôle d'histoire, tu sais, ma mère, elle aime pas trop ça, tu sais, la violence au début, elle en avait peur et tout, mais je me rappelle une fois, tu sais, ça faisait peut-être 8-9 games que je m'étais pas battu, là. Puis il y avait un matin, je m'étais réveillé, puis là, j'avais besoin d'une grosse game. Tout le monde le savait que j'avais besoin d'une grosse game. Puis là, c'est même ma mère qui m'a appelé, là, elle me dit, ouais, à soir, là, tu sais, si t'en es tempin, là, ça serait bon. J'étais comme, oh, ouais. Yes, mom! C'est ma mère qui me dit ça. Je suis comme, ah, let's go. Et là, ça m'a craqué pour la game. C'est malade. Maintenant, ils sont rendus corrects avec ça. Quand j'ai croisé ton père, il m'a demandé, tu joues-tu au hockey? Puis j'ai dit, ben ouais, mais tu sais, je sais pas à quel niveau t'entends. Il s'est reviré, il a regardé mes jambes. Ouais, puis j'étais comme, non, mais amateur. Puis là, j'ai dit, toi, puis finalement, il dit, ah, mon gars, je joue pro, puis ça. Puis quand j'ai réalisé que c'était ton père, je fais, ben, tabarouette, c'est le père à beaucoup. Ouais, puis, il t'a regardé les jambes. Ouais, puis il a fait juste comme, nah, puis j'étais comme, ah, ok, non, pas dans ce sens-là. Je sais pas qu'est-ce que tu entendais par jouer au hockey.
je connais pas ton père énormément, évidemment, j'ai juste croisé une fois, mais je semblais comprendre qu'il était très fier, mais aussi très exigeant à ton endroit. Ouais. Tu sais, c'est ça. Qu'il y a un bagage différent. Ouais, vas-y. C'est pour ça que quand tu dis qu'il a regardé tes jambes, ça me surprend tellement pas. Mais ça, c'est lui, ça. Tu vois, ça, c'est lui. Il examine, puis il a toujours quelque chose à dire. Là, ça, c'est lui. Whatever. C'est sûr que ton père, il a un bagage tellement différent, tu sais, mettons ton coéquipier que son père s'appelle Claude, puis qui vient de... Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Ton père, comment il est à ton endroit? Quel genre de père il est? Fait que, tu sais, lui, sur le hockey, lui, il a jamais joué au hockey de sa vie. Puis, là, tu sais, moi, dans le fond, moi puis lui, on a été introduits au hockey, tu sais, en même temps. Tu sais, lui, c'est sûr que lui, c'était le parent, puis moi, j'étais le petit joueur qui jouait, qui apprenait à jouer. Donc, on a quand même figure out pas mal tout ça en même temps. Fait que, tu sais, des conseils au niveau hockey, ça, c'était... Oui, mon père, mais c'était plus avec mes coachs, avec les parents de mes coéquipiers avec qui j'avais des bonnes relations. Tu sais, ça a été un petit peu les guides. Mais moi, mon père, le blueprint qu'il m'a donné, c'était juste juste hard work. Tu sais, mon mental, niveau persévérance. Tu sais, à ce niveau-là, je pouvais rien demander de mieux. C'est sûr que lui aussi était un jeune athlète à son jeune âge, mais tu sais, un jeune athlète en Afrique, je pense que tu n'avais pas le choix de travailler un petit peu plus fort que que le monde ici. Fait que je pense que le fait qu'il a été dans cette position plus jeune, il a été capable de m'en apprendre beaucoup sur qu'est-ce qu'est le caractère. Puis c'est pour ça que j'ai jamais lâché. Et puis même avant que j'atteigne la Ligue nationale, ça n'a pas toujours été facile. C'était pas toujours une question de talent, mais aussi de plusieurs autres choses. Puis ça je pense que c'est grâce à mon père. Ben ouais, c'est tout à son honneur, parce que je me souviens, il disait, mon gars joue pro, puis la Ligue américaine, hein, puis je suis comme, crème, Ligue américaine, c'est comme deuxième meilleure ligue de hockey. Puis mais tu sais, lui, c'est pas assez pour lui. Non, il était pas content. il était toi, ces années-là, c'est difficile, c'est pas évident. Je comprends. Puis, tu sais, mais c'est bon d'avoir aussi quelqu'un de même, tu sais, ça te garde aussi sur terre, puis toi, ça te dit aussi qu'il t'en reste beaucoup à faire, puis non, c'est pas fini. There's always more. Exact. Tu t'es fait connaître de beaucoup d'amateurs de hockey dans la Q, dans le junior majeur. Et même si tu as gagné beaucoup à Saint John, c'est pas là que tu as commencé ta carrière. À quel endroit tu as commencé ta carrière junior? Ouais, j'ai même fait de repêcher à Bécomo avec le Drakkar. Et puis, tu sais quoi, 2 semaines avant le repêchage, j'avais jamais entendu parler de Bécomo. Je savais pas que c'est une ville... Je savais même pas que c'est une ville au Québec, mais finalement, j'ai joué là pendant 2 ans et demi. Puis, honnêtement, c'est une de mes meilleures expériences aussi que j'ai eu au hockey. Le monde était incroyable. On avait des bonnes équipes dans mes 2 années et demie là. C'est sûr que j'étais un petit peu plus jeune. Et puis, arrivé à 18 ans, j'avais beaucoup plus d'expérience dans la ligue. Je me suis fait échanger à Saint John. Ils sont allés pour la coupe. Puis, tu sais, ils avaient besoin un petit peu plus de size. Et puis... C'est ça, j'ai fait mon autre 2 ans et demi à Saint John, puis c'est là aussi que j'ai eu beaucoup de achievements, que je peux dire, comme mon repêchage dans la Ligue nationale avec le Lightning. Et puis éventuellement aussi, j'ai gagné la Coupe du Président. Et puis mon contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Fait que, là, t'as une pack, beaucoup d'affaires. On va revenir plus à un moment. Mais juste Bécomo, tu sais, on s'entend, tu pars d'NDG, Montréal, c'est assez cosmopolite. Quand tu débarques à Bécomo, est-ce que tu t'es dit, je suis plus noir que je pensais? Oui. Oui. Et puis, non, on avait fait nos recherches sur la ville, puis on avait checké sur la map, c'était où, on avait checké la population, c'est à quel point que c'était un petit peu multiculturel, mais éventuellement pas vraiment. Donc, je me rappelle, à mon premier camp, tu sais, j'avais seulement 16 ans. Tu vois, toute ma vie, moi, j'ai grandi chez maman, tu sais, c'est dans une culture africaine, dans une maison africaine, même si à l'extérieur, on vivait en québécois. Tu sais, à la maison, on avait quand même notre petite culture africaine. Donc, c'est ça. Donc, t'apprends que je m'en vais à Bécomo, t'es placé en famille d'accueil. Puis, tu sais, il y a des familles qui prennent les jours d'hockey en charge. Ouais. Et puis, genre, je me rappelle, j'étais stressé. Je me demandais, OK, ils savent-tu que je suis
tu sais, que je suis black, comme je voulais pas je voulais pas que j'ouvre la porte, puis il y a comme un gros choc, genre, OK, genre, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Whatever, mais écoute, je me rappelle, la madame, elle s'appelle Claudie Fortin, puis je tiens à mentionner son nom parce que c'était la meilleure madame de pension que j'ai pu demander. À ma première journée, que je suis rentré dans sa maison, il y avait des photos de moi partout, mes photos de repêchage. Elle avait déjà tout seté up ma chambre. Elle avait trois petits gars qui jouaient au hockey aussi. Puis c'était à la fin de mon séjour à Bécomo, c'était vraiment rendu comme un petit peu comme ma vraie famille là, que je te dirais. Donc overall, malgré que j'étais malgré que j'étais 1 sur 5000 bronzés, ça s'est quand même tout de même bien passé. Là. C'est de quoi, de quel tu sais, quand tu déménages de chez tes parents aussi jeunes, tu es habitué de manger la bouffe de maman. De quoi tu t'ennuyais le plus de la cuisine de ta mère? Ouais, je pense que c'est plus au niveau assaisonnement, là. C'est plus comme, tu sais, le poulet que ma mère, elle fait, là, je t'en donnerai à un moment donné, là. Il est nice, juicy, spicy. Il y a juste rien qui va battre ça. Même dans son riz. Je suis juste dans tout ce qu'elle fait. C'est juste un différent assaisonnement. Donc, j'ai dû m'habituer à un autre type, de type de cuisine. Mais, tu vois, maintenant, je suis juste... Maintenant, tout passe. Hein. Quand tu es retourné à la maison à Noël, tu as juste fait, prends une coupe d'épices dans tes valises et tu les ramènes avec toi à la maison. Tu ris, mais ma mère, elle m'en envoyé là-bas, mais elle essaie d'influencer un petit peu ma madame de pension, mais finalement, moi, je pense pas que ça a vraiment marché. C'est drôle parce que Adib Al-Khalidé, que tu connais peut-être, qui est humoriste. Oui, je le vois à la classique. Qui est d'origine irakienne ou iranienne, je me trompe pas, et marocaine. Bref, il y a un mélange. Puis dans son dernier show, il parle comme quoi lui, il est comme j'ai épousé une blanche, puis il dit on va manger chez eux, puis les Blancs ne mettent pas d'épices dans leur truc. Puis il y a une joke où il dit vos ancêtres ont fait le tour de la planète à la recherche d'épices, mettez-en dans vos putains de repas. En tout cas, bref, il y avait un truc, là, je paraphrase, là, je la raconte mal, mais il y a une joke par rapport à ça, puis ça me faisait rire, puis ça m'a fait penser à ça quand tu l'as dit. Y a-tu des bons... ça, c'est une question que ça fait une couple d'amis à qui je pose ça. Toi, c'est sûr que comme il y aura personne qui va battre la cuisine de ta mère parce que toi, t'as accès à la source directe, mais y a-tu des bons restos africains à Montréal? J'en cherche. Oh, oui. Il faudrait que... C'est mes sœurs qui connaissent plus ça. Moi, je suis pas bon avec les noms, mais je vais t'en texter. Yes. Je vais t'en texter. Puis, tu devrais mettre ça dans ton daily. Une fois semaine, tu manges africain. Je te dis, tu vas te sentir comme Hulk, là. C'est absolument, c'est pas moi qui va me plaindre. Je sais qu'il y avait la marmite africaine sur Van Horn, pas loin ici. Mais toi, t'es dans le Côte-des-Neiges, en plus. Dans le Côte-des-Neiges, là, t'as toutes sortes de cuisines. Dans le fond, t'es dans la meilleure location, là, pour ça. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que je sens qu'il me manque, je sens que je suis pas loin physiquement, mais il me manque une pièce d'information pour juste connecter les... Bref. Ouais. Tu me donneras un heads-up de tes sœurs. Quand t'es tradé à Saint John, raconte-moi la première fois que t'as rencontré un certain Mathieu Joseph. Ouais. Ça, c'est quand même une belle histoire. Mathieu Joseph. Ça a ancré notre relation amicale juste là. Donc, moi, je te conte une fast-forward story. Je suis fait échanger Bécomo Saint John. Je devais conduire de Bécomo à Saint John. Il y avait une tempête la journée d'avant. Les routes étaient pas trop belles. Bang, j'ai eu un petit accident d'auto. Rien de grave, mais le lendemain, il fallait que je prenne un avion de Rimouski, dans le fond, parce que j'ai mon accident à Saint John. Fait que moi, toutes ces affaires-là arrivent. Puis finalement, j'arrive à Saint John, il est 7 heures. Quand j'ai atterri et que j'ai enlevé mon téléphone du mode avion, il était 7 heures et le match commençait à 7 heures. Oh, donc, PM, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, le GM de l'équipe, dans le temps, c'est Daryl Young. Il vient me chercher à l'aéroport. Hey, comment ça va, machin? Tu t'es correct avec l'accident? Yeah, t'es good. Yes. 5 minutes dans l'auto, il me dit, OK, tu joues à soir. Moi, je suis là, what? Je regarde l'heure, il est comme 7h10. Je suis comme, la game est déjà commencée et tu veux que je joue. Je viens de faire un accident, je viens juste d'arriver à Saint John.
puis on me dit que je joue. Je suis comme, OK. Tu sais, moi, il y a rien qui me fait peur. Je fais n'importe quoi. So, let's go. On veut jouer une game d'hockey. Et on arrive à l'aréna, bang, les gars, ils sont déjà sur la glace, là, tu sais, en train de jouer leur game. Moi, je suis là dans la chambre. Il y a un joueur dans la chambre. Lui était suspendu, puis il venait de finir genre son workout. Tu sais, les joueurs qui jouent pas, ils ont comme un petit workout à faire dans la chambre, puis après ça, tu t'habilles, puis tu montes dans les estrades. Bang, j'arrive, tu sais, moi, je suis en retard. J'arrive là en rush, puis je vois mon cher Mathieu Joseph. Avant de dire allô, puis qu'on se serre la main, puis tout ça, je suis comme, hey, comme j'ai besoin que tu tapes mon bâton. Tu sais, moi, il faut que je m'habille, puis il faut que je joue. Fait que ça, c'était notre premier... Wow. La première fois qu'on se parle, c'était ça. Fait que lui, il arrive, il tape mon bâton. Fait que là, il me restait à peu près juste 2 périodes à jouer. J'ai fini la game avec 2 points. On a gagné. No way. Tout s'est bien passé. J'ai eu une belle game. Après tout ce qui s'est passé la soirée d'avant. Et puis, puis après la game, là, on s'est revus. Là, on s'est salué pour je suis comme, excuse-moi, là, j'avais besoin que tu m'aides. Puis, whatever. Puis là, on a été meilleurs chums depuis cette journée-là. C'est quoi ton nom? Excuse, j'ai pas attrapé tantôt. C'est moi qui arrive ça, je dis ça à Mathieu Joseph. Wow. Puis, en plus, les joueurs de hockey sont superstitieux. Je suis très du genre à dire, hey, 2 points, on a gagné. Il va falloir que tu retapes mon bâton à chaque game, mon chum. Ouais, on l'a fait de la game d'après, mais le 2 points est pas venu. Bon. On a quand même, on l'a poussé jusqu'au bout. C'est drôle en plus parce que, est-ce qu'il y avait d'autres, parce que Mathieu aussi, son père est haïtien, y avait-tu d'autres noirs en plus sur l'équipe à part vous deux? C'est-tu juste vous? Ouais, c'était juste moi puis Mathieu. Wow. Juste moi puis Mathieu, ouais. C'est malade, là, j'adore que il a tapé ton bâton avant de tirer. Ouais. Malade. Ça a marché. Et ça a marché. Il y a eu une fameuse game en décembre 2015 contre Halifax. Est-ce que tu te souviens de cette game-là? Tu dépends d'abord de tes prochains mots. Je vais te donner 2 mots-clés. Joe Veleno. Oui, je me rappelle très bien de cette game. Qu'est-ce qui s'est passé à cette game-là, Voco? Fait que, si je m'en vais bien dans ma mémoire, Halifax, Saint John, on les jouait souvent cette année-là. Je pense qu'on les jouait comme 10 fois. Ouais. Tu vois, puis Veleno, dans ce temps-là, c'était le exceptional status. Tu vois, c'était le petit kid de 15 ans dans l'équipe. Tu vois, moi, j'étais plus vieux, j'avais 19, j'étais un assistant capitaine, le vétéran. Puis, c'était aussi ma job j'avais la job du Big Brother. Puis, tu sais, ça faisait une couple de games qu'un certain joueur de Halifax, tu sais, qui runnait around, tu sais, qui cherchait un petit peu la merde, puis que, tu sais, qui s'essayait, puis tu vois. Puis dans ce temps-là, moi, le monde, il m'essayait pas vraiment. Fait que, sur lui, il venait pas m'essayer moi, mais il essayait comme les plus jeunes. Et puis, il y a une bonne game où ma passion, c'était déjà, à bout. Bout. Puis, au début de cette game-là, je me suis dit que, aujourd'hui, il y aurait pas de warning. Avec le cher monsieur qui aime chercher la merde, il n'y aurait pas de warning aujourd'hui. Et puis lui, il a fait encore plus pire. Il a décidé de jumper le petit Veleno. Le petit Veleno, aujourd'hui, c'est quand même un homme de 22-23 ans qui fait super bien ses affaires avec Détroit, mais dans le temps, c'était le petit Veleno. Et puis le gars, il avait 20 ans. Fait un 20 ans qui va jumper un 15 ans. En plus que c'est un 20 ans qui est capable de un 20 ans qui se pointe. Veleno, c'est pas un bagarreur de 1. Fait qu'il y avait juste plein de, comment qu'on dirait, quand on dit des codes non écrits, des règlements non écrits. Ouais. On avait juste trop qui l'en avait dépassé. Et puis, c'était peut-être pas la meilleure décision, mais j'ai sauté par-dessus le bar, puis j'ai adressé ce que je pensais. J'ai adressé la situation. Puis ça m'a coûté un beau 15 matchs de suspension. 15? Oui, hein? 15. Parce que c'est ça, c'est que c'est rare de. La raison, c'est que pour les gens qui se demandent pourquoi c'est autant de matchs, c'est ça, c'est que tu étais au banc, de vraiment sauter par-dessus le banc pour aller défendre. J'ai sauté par-dessus le banc. J'étais aussi récidiviste. J'étais pas mes premières suspensions. Il y avait aussi les arbitres qui demandaient d'arrêter. Puis c'était aussi la continuité des faits. Donc moi aussi, j'avais ramassé aussi plusieurs codes qui m'ont mis à ce 15 matchs. Mais, tu sais quoi? J'ai pris mon 15 matchs, mais après ça, il n'y a plus personne qui a touché Joe.
Est-ce que Joe, qu'est-ce que Joe t'a dit en fait après ce genre d'incident-là? Qu'est-ce qu'il est venu dire? Oh ouais, c'est sûr qu'il m'a remercié. On a une coupe de bière aussi ensemble. Mais à la fin de la journée, c'est juste, on était une équipe, puis je l'aurais fait pour n'importe qui là. Est-ce que tu as été repêché à ton année de 18 ans ou au Voyager? J'arrivais pas à... Exact. Fait que c'était mon année, ma deuxième année d'éligibilité. Donc, voilà. C'est ma année 18 ans, puis je m'en allais sur mon année 19. Okay. Donc, ma première année, j'ai été undrafted. Je m'étais présenté au draft, j'étais undrafted. Donc, à la deuxième année, c'est sûr la déception était là. Je voulais même pas aller au draft au début, mais le Lightning, il semblait vraiment être intéressé. Puis finalement, j'ai été, puis c'est eux qui m'ont repêché. C'était à quel endroit? C'était à Floride, à l'aréna des Panthers. Fait que c'était une belle semaine. Fait que tout le monde était arrivé là comme une semaine en avance. Fait que c'était aussi une semaine de vacances en Floride. Il y avait genre 8-9 gars de Saint John aussi qui s'en allaient se faire drafter. Fait que c'est quasiment la moitié de notre équipe, on était là. C'était vraiment une belle semaine. Puis en plus de te faire drafter à la fin de la semaine, c'était encore plus incroyable. Tes parents étaient là pour ça? Ouais, mon père, lui, était absent. Il était en Afrique en train de gérer ses affaires, mais j'étais là avec ma mère et ma soeur. Quand même un beau moment à vivre en famille. Oui. Il y a des pires endroits que la Floride pour attendre d'être repêché. Beaucoup plus pire, ça, c'est sûr. On salue Jean-Antoine Huberdeau qui vient d'échanger à Calgary, qui est comme un moment. Wow, ouais. Lui, D'ailleurs, on parlait de Mathieu Joseph tantôt, mais au moment d'enregistrer ceci, hier, pas plus tard que hier, Mathieu. Oui. Un super contrat, 4 ans, 11 points quelques millions avec les Sénateurs. Lui as-tu envoyé un petit mot? Ah, bien sûr. On va célébrer ça. En fin de semaine. On est super content pour Mathieu, là, honnêtement. Depuis que j'étais avec, dans le fond, à Saint John, quand il était tout jeune, je savais que c'était le genre de gars qui allait réussir. Malgré que à ce moment-là, c'était même pas le plus talentueux dans l'équipe, mais mentalement, il l'avait. Il l'a toujours eu mentalement. Il a même montré ça quand il était avec Tampa Bay, puis qu'il y avait des petits moments difficiles où il jouait pas autant qu'il voulait. Il est toujours resté sur lui-même, là, puis ce contrat est tellement bien mérité. Puis c'est juste 4 ans. Après ça, il a 4 ans à travailler, puis après ça, il va être bon pour pourquoi pas encore faire sauter plus la bande. Ah oui, parce qu'il va avoir juste 29 quand ça va avoir fini. Exact. Quand le contrat va finir. Donc, d'ailleurs, je t'avais croisé au party de la Coupe l'année passée, Mathieu. Oui. Est-ce que tu t'es bien assuré de rester loin de la Coupe, pas toucher à... J'ai pas mis un doigt dessus, pas mis un cheveu dessus. Exact. Il mérite... Je suis content pour Mathieu. Tu sais, quand même 2 Coupes Stanley, c'est quand même pas... Personne ne peut l'enlever ça aussi. Son nom est sur la coupe 2 fois, hein? Ça, c'est incroyable. Fait que c'est ça, Tampa t'avais signifié de l'intérêt parce que tu avais eu quand même une pas mauvaise saison cette année-là. Est-ce que tu y croyais? Est-ce que tu disais, OK, ça se peut, ils vont me repêcher? Ou tu disais, mon Dieu, pourquoi je me représente au draft? Je me fais violence? Ouais, j'étais confiant la deuxième année, mais j'étais aussi confiant la première année. C'est pas arrivé la première année. Fait qu'à la deuxième année, à un certain moment donné, je me suis dit que il y a pas juste le draft. T'entends tellement des histoires sur plusieurs joueurs qui ont pris un chemin différent pour y arriver. Donc mentalement, moi j'étais prêt à n'importe quoi. Je savais que mon rêve était pas fini, que j'en avais encore beaucoup à montrer, repêcher ou pas repêcher. Mais bon, c'est sûr que là, quand tu fais repêcher... C'est un petit velours. Exact. Tu diras pas non. Non. Puis tu t'es ramassé après ça échangé dans l'organisation des Kings de Los Angeles, où tu as joué pour l'équipe de la Ligue américaine, le Ontario Reign et Ontario California, pas Ontario Canada, by the way. Pas la même température. Où tu t'es ramassé à jouer avec des noms qui vont sonner un petit peu de nostalgie, mais le vétéran Matt Moulson. Yes. Parle-moi un peu de ce gars-là, tu sais, qui a quand même connu des heures de gloire dans la Ligue nationale, des gros contrats, qui se ramassent dans trentaine à rider l'autobus avec les jeunes. Quel genre de gars était Matt Moulson, puis son attitude à ce moment-là dans sa carrière? C'est comme on dit, un 5-class athlete. Il y a pas plus professionnel que ça. Et comme tu l'as dit, il a ramassé tellement d'argent dans la Ligue nationale, mais malgré ça, il était
le gars le plus humble dans la Ligue américaine. La manière comment il se présentait aux pratiques, c'était incroyable. C'est pour un gars de la Ligue nationale qui s'appliquait toujours quand même autant. Et puis que juste son amour pour le hockey, je pense que c'est pour ça aussi que les Kings l'avaient amené là, pour que les jeunes puissent voir ça, comment qu'un joueur beaucoup plus avancé dans sa carrière est capable d'être aussi déterminé, discipliné et détaillé. Donc, pour moi, tu vois, c'est sûr que dans ta carrière de hockey, tu vas tellement rencontrer différentes personnes, beaucoup de joueurs, mais tu vois, il y a toujours un certain nombre de joueurs qui restent qui restent gravés dans ta mémoire ou qui restent proches de ton corps parce qu'ils ont quand même eu un impact, je veux pas indirectement sur toi. Puis Matt Moulson, ça fait partie de ces gars-là. Wow. Il y a un gars aussi dans ton équipe, tu sais, toi, t'es un gars qui sait, comme on dit, qui se pogne et qui sait se battre. Il y a un gars dans ton équipe qui est maintenant rendu dans la Ligue nationale, qui à ce moment-là était avec le Ontario Reign, Curtis McDermott, qui écoute, il est 6 pieds, je sais pas combien. Tu sais, c'est 4, c'est 6, je sais pas, il est énorme. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus au Colorado. Je suis allé voir un match, puis tu connais Tom Wilson, tu sais, qui aime ça brasser la marmite. Puis Tom Wilson, mon gars, cette journée-là, il s'est pointé au centre de la glace, puis Curtis, il a dit « Not tonight, sweet baby doll! » Et Tom Wilson, je te jure, tu sais, Tom Wilson, pas petit, là. Tom Wilson, 6'3", 225 livres minimum. Il est allé s'asseoir, puis il a dit « Ça me tente pas à soir. » Puis on a pu revu du match contre l'Avalanche. Curtis McDermott, c'est un différent beast. Comme on dit, c'est un différent beast. Il est sorti d'une ferme, je sais pas trop, en Ontario, là, puis toute sa famille, son père aussi, c'est un gars qui se pognait dans la Ligue nationale, puis c'était la même chose. 6'4", puis il a les mains aussi gros que ma tête. La même chose avec son grand frère. Lui, c'est le plus jeune de tout ça. Mais fait que je pense qu'il est encore plus un monde, parce qu'il est juste né en 94, hein. Il y a 28. Puis même dans le temps, quand on était plus jeune, puis qu'il était là en Ontario, il a toujours été un méchant phénomène. Donc, écoute, Tom Wilson a bien fait de laisser la somme de la glace à McDermott parce que lui, ça le dérange. Lui, ça le dérange pas là, de taper sur quelqu'un. Et tu t'es-tu déjà battu avec Curtis? Non, mais juste des batailles amicales. Tu vois, on travaille sur notre technique. On était coéquipiers. Donc, tu sais, on se pognait après les pratiques. On faisait juste travailler sur nos propres affaires, mais un vrai combat, un ding-ding-ding, un vrai one, jamais. Vous travaillez le jersey work en fin de pratique? Comment? Exact, le jersey work, toutes sortes de switch aussi, comment sortir ton bras, anticiper un petit peu les punches. Parce que la plupart des punches, ils viennent quand même un petit peu du même angle. Fait que, si t'es juste capable de déjà anticiper ça, tu sais, juste éviter des blessures, tu sais, t'as beau être tough, t'as beau être gros, là, puis il y a le gars qui frappe le plus fort, mais si t'en reçois beaucoup, ben, c'est pas tant mieux, là. Ouais. Est-ce que, vu que c'est un ami, est-ce que tu te battrais contre lui si un jour dans la Ligue nationale vous arrivez contre, ou tu te dis non, je peux pas faire ça, je vais me faire mal? Ouais, mais tu sais, ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail. Genre, oui, c'est un rêve, c'est beau être un joueur de la Ligue nationale, puis être apprécié par tout le monde, mais tu vois, il y a aussi des dark side dans le métier. Et puis ça, c'en est un. Tu sais, si McDermott il vient étamper un de mes joueurs, ben moi ils me paye pour que ça arrive pas trop souvent. Fait que j'ai pas le choix aussi moi aussi j'aime mon travail autant que lui. Fait que, tu vois. Tu réponds à l'appel. Parlant de Feel Good Story, le gardien de ton équipe pour Ontario Reign, te souviens-tu de qui c'était? On parle-tu de Peter Boudaille? Non, non, même pas. Je pensais même pas à lui, je pensais à un autre. Mais t'as-tu Peter Boudaille? Ouais, j'ai Peter Boudaille. On parle-tu de Carl Peterson? Non, je pensais à Soup, Jack Campbell. Oh, Jack Campbell, oui. Ça, c'était ma première année. Oui. Parce qu'il vient de signer un beau contrat, puis là, il s'est établi dans la Ligue nationale, mais ça a été un long chemin quand même, Jack. Là aussi, ça a été un long chemin. Donc, moi, mon année recrue, quand j'ai vu que Soupy, il avait peut-être 25-26 ans. Il avait jamais touché encore à la Ligue nationale, puis là aussi, c'en était un là qui se donnait vraiment
en Ontario, puis son attitude était juste tellement une attitude de winner. Comme pour un gars qui avait jamais joué dans la Ligue nationale puis qui avait travaillé aussi fort dans la Ligue américaine, il avait juste tellement l'attitude de winner. Et puis quand Toronto l'a donné la chance la première année puis qu'il a tellement bien fait ça, il avait juste pas le choix de le payer. Puis, vraiment, c'est tellement mérité. Puis tu sais, des histoires comme ça, j'adore. Tu sais, j'adore voir des histoires comme ça inspirantes, des gars qui lâchent pas, des gars qui gardent, tu sais, qui font tout pour leur carrière. Il n'y a pas plus inspirant que ça. Parlant de jeunes, il y a un gars que tu as vu de plus proche. On l'a pas encore beaucoup vu parce qu'il est encore jeune, mais j'ai hâte de voir ton scouting report. Tu as eu la chance de fréquenter Quinton Byfield. Deuxième choix au total, quand même, gros centre. Qu'en est-il de ce bon Quinton? Puis qu'est-ce que tu vois pour lui dans le futur? Moi, je pense qu'il va être très, très, très dominant dans la Ligue nationale. Je pense que le monde oublie son âge. Le monde sont vite à oublier son âge. Le kid a à peine 19 ans, je pense. Et puis, il est 6'4", 6'5", il est déjà, je pense, à 230 livres. C'est un beast. Niveau athlétiquement, il est très, très explosif, très fort athlétiquement, très rapide. Il a une bonne paire de mains. Mais tu vois, la game est pas facile. La game est pas facile. Et puis, à la minute, tu vois, qui va être capable de s'ajuster, là, moi, je pense qu'il va avoir une carrière assez dangereuse là, dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir ça. Saison 2019-2020, game contre Bakersfield. Tu as eu un petit moment avec Brandon Manning. Qu'est-ce que Brandon Manning t'a dit ou a fait ce match-là? Bon, sur qu'est-ce qu'il a dit exactement, je ne reviens pas vraiment sur les mots qui ont été utilisés, mais bon, ça a été une attaque raciale. Mm-hmm. Ça a été une attaque raciale verbale que lui il m'a sorti, puis ça c'en était juste une parmi plusieurs. C'est assez étonnant parce que ça, c'est 2019-2020. Bon, finalement, il a été suspendu, je pense, 5 matchs seulement. Et comme si c'était pas assez, le 7 février... oui, OK, donc c'est ça. Attends, deux choses. Donc, il a été suspendu seulement 7 matchs. Après ça, 7 février. Premier match que vous jouez l'un contre l'autre depuis. Raconte-moi comment ça s'est passé, ce match-là, première fois. Eh bien, évidemment, c'était sur mon calendrier. Il y avait un beau cercle sur mon calendrier. Et puis, écoute, après le premier match, à la fin du match, on avait eu la chance. Il était venu me parler, présenter ses excuses. Et puis, écoute, je l'avais pas vraiment répondu. Mais je lui avais juste dit que, regarde, tu m'en dois une. C'est juste ça qu'est-ce que j'avais répondu, que tu m'en dois une. Puis là, ça, c'était la fin de la conversation. Donc, j'ai dû attendre après ça peut-être 3 semaines, un mois, avant le prochain affrontement. Mm-hmm. Et puis, écoute, je pense qu'il savait que je m'en venais pour lui, parce que j'ai eu besoin de le regarder. Puis j'ai fait un signe de tête, puis il m'en a refait un autre. Et puis, après ça, on est au milieu de la gosse. La danse a commencé, vous avez valsé. Comment ça s'est passé, ce combat-là, en début de match, pour toi? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que ça s'est bien passé pour moi, là. C'est sûr que c'est sûr que j'étais un petit peu plus motivé que lui, mettons, pour le combat. Mais, exact, il fallait. Mais tu vois, le combat, ça, c'était juste moi. Ça, c'était juste moi, personnellement. J'avais besoin d'un combat avec lui, parce que toute personne qui va essayer de me disrespect comme ça, tu sais, je restais pas pour moi-même. Mais tu vois, ça, c'était pas vraiment pour la cause. Tu vois, quand on parle d'un sujet racial, c'est pas la manière dont on veut backer up le sujet, tu sais, au côté violence, etc. Ça, c'est juste moi qui voulais un combat man-to-man. Donc. Est-ce que c'est dangereux? Parce que, tu sais, quand tu te bats, c'est quand même ton métier, il faut que tu fasses attention, tout ça. Est-ce que quand tu deviens émotivement impliqué, c'est plus dangereux parce que tu risques d'être... Absolument. Absolument. Tu penses moins. C'est là que le niveau technique il descend. Puis à la fin de la journée, tu te bats pas comme des pingouins. On est tous des athlètes professionnels. Tout le monde est capable de quand même de se défendre à un certain degré. Donc côté émotif peut t'amener à commettre des erreurs. Puis c'est là que tu peux payer. Là, on parle du combat qui est arrivé en début de match, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait le reste du match? Ouais, j'ai aussi fait un beau but.
J'ai rajouté une belle passe, puis j'ai complété le match avec un tour du chapeau à la Gordie Howe. Yes! Ça a été une bonne soirée. Et même la 3e étoile du match, si je me trompe pas. Ouais, je veux avoir la première, mais bon. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a pas fait sa job. Mais le match était à Bakersfield, donc c'est impossible qu'il me donnait à moi la première étoile. Ce qui était comme une genre de boucle quand même dans l'événement. Écoute, c'est désolant de dire ça, mais c'est quoi, pas longtemps après, tu as revécu un autre incident. Je peux pas croire que ça réarrive en plus à cette fréquence-là. Mais Christophe Rabic a fait un geste raciste qui lui a valu une suspension de 30 matchs. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé ce match-là exactement? Donc, un petit peu comparativement à la situation de M. Brandon ici. Écoute, après ma situation avec Brandon, j'avais comme baissé mes gardes parce que déjà là, ça avait déjà fait un gros choc autour de la ligue. J'avais reçu des messages des joueurs partout dans la ligue qui disaient qu'ils allaient être meilleurs avec eux-mêmes dans leurs propres équipes. Puis même les équipes qui n'étaient pas impliquées, ils étaient quand même touchés. Fait que j'avais senti comme quoi que la première fois que le hockey community était réellement affecté puis qu'ils essayaient eux autres mêmes à l'interne d'essayer de changer les affaires. Puis quand c'est arrivé pour la deuxième fois, c'est comme j'ai comme eu un petit moment de choc. Tu vois, je l'ai pas comme réalisé tout de suite, mais les choses aussi se passaient trop vite. Mais cette fois-là, j'ai pas laissé ça passer. Il y a eu plusieurs rencontres avec la ligue qui en est survenues. Puis, moi, je crois que le fait qu'ils m'avaient donné seulement 5 matchs à Brandon, c'est à cause de ça que ça s'est répété à peine une année après, parce que vous avez rien fait. 5 matchs, t'as rien fait. Il y a des punitions de hockey qui te donnent plus de matchs que ça. Il y a des propos homophobiques qui allaient te donner plus de matchs que ça. Donc, le fait qu'il y avait juste 5 matchs pour ça, j'ai passé le message clair à la Ligue que c'était complètement incomprenable. Donc, je suis content au moins qu'ils ont sévi un petit peu plus sévère avec le jeune Rabic, mais écoute, ça fait juste prouver à quel point que, écoute, on a encore du travail à faire, tu sais. Des fois, c'est moi-même qui pense que non, maintenant c'est correct, qu'on a fait un petit pas à l'avant, mais le pas à l'arrière, il est juste à un mot, il est juste à une action. Fait que je pense qu'il faut qu'on continue à être meilleur, tout le monde. Est-ce que tu as reparlé à M. Rabic? Non. C'est jamais arrivé. Est-ce qu'il a reach out à ton endroit ou Oui, bien sûr, on avait le même agent. Donc mon agent aussi était mon agent était dans une position assez difficile. Mm-hmm. Mais donc c'était lui comme le middleman de nos conversations, mais c'était pas des conversations directes. Est-ce que tu as demandé à ton agent de prendre position ou dans le sens que est-ce que tu étais confortable de continuer avec cet agent-là s'il gardait Rabic comme client ou Oui, absolument. Juste que mon agent d'ailleurs voulait le laisser. C'est moi qui ai dit à mon agent de ne pas le laisser. Écoute, la situation a été dealée avec. Puis regarde, moi j'ai besoin de mon agent pour mes propres raisons. Mm-hmm. Et puis à la fin de la journée, c'est juste ça ma relation avec eux. Right. Tu voulais pas non plus qu'ils prennent responsabilité pour les actions de quelqu'un d'autre. Exact. Est-ce que dans ton parcours de hockey, depuis que tu es jeune, tu as commencé à jouer au hockey, est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup vécu, du racisme dans le hockey ou dans la vie en général? Ouais. Plus au hockey. C'est sûr, plus jeune. On parle de mon père, que mes parents qui ont fait tous les sacrifices nécessaires juste pour me mettre au hockey. Déjà que financièrement, déjà pour eux aussi, c'était un petit challenge. Le hockey, c'est quand même assez dispendieux. Ouais. Et puis, en top de ça, eux-mêmes aussi, eux-mêmes on faisait face au racisme, que ce soit dans les arénas, avec les autres parents. Ou bien, ça a été un petit challenge pour
pour tout le monde. Mais on dirait que ça a été ça en même temps aussi mon carburant un petit peu. On dirait que le fait que comme je savais que j'étais bon, puis le fait que le monde venait sur moi, c'est genre je savais que je faisais de quoi qu'ils aimaient pas. Fait que ça a été ça mon carburant. Puis là, à un moment donné, là, il y a plein d'équipes qui s'intéressent. Puis là, c'est comme ça aussi ton parcours, faut juste se faire tout seul. Qu'est-ce que tes parents disaient quand tu étais plus jeune ou en grandissant, quand tu vis des instants comme ça, ou quand tes parents reçoivent ce genre de commentaires-là? Qu'est-ce qu'ils disaient, tes parents? Moi, ils me disaient, si tu l'entends, c'est parce que t'es bon. C'est parce que t'as fait quelque chose de bon, cette game-là. Tu vois, puis je me rappelle, dans l'histoire, je me rappelle une fois, là, j'avais tellement mal joué. C'était pas une bonne game. Hey, mon père était fâché après moi, puis il était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas, tu patines pas, tu sais, pourquoi que je paye pour le hockey pour toi? Il est en train de me rincer sur ma performance. Il disait, même tes adversaires, là, ils s'en foutent de toi. Y a-tu quelqu'un qui t'a appelé le N-word aujourd'hui? Je suis comme, non. Ben, justement. Fait que, lui, c'est comme ça qu'il essaie de me le dire, tu sais. Quand que ça arrivait, c'était juste, une manière qui disait que j'étais bon, fait que juste occupe-toi-en pas, puis fais juste continuer à jouer. L'utilisait comme motivation. Exact. T'as fini par être échangé dans l'organisation des Coyotes. Est-ce que c'était à ta demande? Non. C'était pas à ta demande, OK. C'était pas ma demande. Je pensais vraiment que je retournais encore avec Los Angeles. On a vu des bons exit meetings, mais tu sais, c'est comme ça la business donc hein. Tu te fais surprendre à n'importe quel moment. Mais écoute, en même temps, un joueur en Arizona aussi, c'est pas la pire des choses. T'étais dans la Ligue américaine depuis un certain moment, tu sais, puis je pense que t'attendais ta chance de monter. Puis, tu sais, je veux dire, quand t'es échangé en Arizona ou, en tout cas, évidemment, qui ont leur challenge, l'Arizona en général, est-ce que tu t'es dit, hey, tu sais, il y a de la place sur ce roster-là pour moi? Puis est-ce que tu t'es dit, mais c'est peut-être ma chance de monter prochainement dans la Ligue nationale? Est-ce que tu voyais le positif là-dedans? Absolument. Absolument. Je trouvais que le corps à LA était tellement solide. Mais, tu sais, malgré qu'on était en dernière place à LA, mais l'équipe était quand même pactée. Mais, tu vois, en Arizona, il y avait beaucoup plus de jeunes. Donc, je savais que j'arrivais un petit peu sur le même pied d'égalité un petit peu avec tout le monde. Donc, je savais que c'était juste à moi maintenant d'aller le chercher. Raconte-moi la fois que tu as appris que tu étais rappelé par les Coyotes de Phoenix pour jouer ton premier match dans la Ligue nationale de hockey. Fait que si je te ramène un petit peu en arrière, j'étais toujours dans la Ligue américaine. J'ai été suspendu pendant 6 matchs. Donc, il reste 7 matchs à l'année, je suis suspendu 6 matchs. Alors, je me suis dit, ma saison va finir là. Je joue le dernier match de l'année, puis that's all. Fait que là, mon équipe, eux, j'étais en voyage en Californie. Il y avait un voyage en Californie, mais moi, j'étais suspendu. Fait que moi, ils m'ont laissé en arrière en Arizona. Fait que pendant 3-4 jours, je faisais absolument rien. J'étais sur le bord de la piscine, puis j'étais en train de vivre la belle suspended life. Et puis, un bon jeudi après-midi, je reçois un appel du GM. Puis je réponds, puis il me dit « Hey, t'es-tu prêt à jouer demain? » Fait que là, moi, je suis comme « Moi, dans ma tête, je me suis dit que peut-être qu'ils ont réduit ma suspension. Tu sais, c'est quoi qui se passe? Je suis encore confus, tu sais. Là, il me dit non, tu t'en viens à Phoenix, tu vas jouer ton premier game dans la Ligue nationale. Là, j'étais comme « Oh! OK. » Fait que là, je suis comme oui, je vais être prêt. Boum. Là, je me rappelle juste qu'avoir raccroché avec lui. Là, j'ai comme un petit moment pour moi-même, un petit 5-10 minutes pour moi-même. Que tout est retombé, puis je pensais à toutes mes années dans la Ligue américaine, comment que c'est pas facile. Les événements raciaux aussi, ça a quand même été aussi des petits moments que j'ai dû passer au travers. Donc juste le fait de enfin avoir ma chance, c'était assez. Mais en même temps, j'étais aussi conscient que j'avais un travail à faire. Je voulais pas juste être un passager. Je voulais pas juste avoir ma petite game puis that's all. J'étais quand même assez hungry. Et puis, j'ai pas dormi de la nuit, par exemple. Mais vendredi, au moment du match, j'étais tellement en forme, j'avais des jambes. Et je pense que j'ai fini avec comme 5-6 mises en échec en genre 4-5 minutes de jeu. J'étais partout sur la glace. C'était une belle soirée. Puis, on parlait de tes parents. Raconte-moi
quand tu as appelé tes parents, puis est-ce que tes parents étaient présents au match? Fait que ouais, j'ai appelé mes parents. Fait que c'était jeudi. Arizona, c'est quand même assez loin de Montréal, tu vois. C'est pas toujours évident de trouver tes vols de dernière minute. Mais tu sais, quand j'ai appelé mes parents, ils étaient en choc. Ça criait partout dans la maison. Il fallait que j'enlève le téléphone de mes oreilles, tu sais. Exact. Tu connais un peu une famille africaine, comment ça fait. Fait que c'est sûr que l'excitation était là. Donc là, tout de suite, on est en train d'organiser les billets pour les faire descendre pour la game. Mais en même temps, il fallait que je me concentre aussi pour la game. J'étais quand même assez nerveux de jouer ma première game Ligue nationale. Et puis, mes parents avaient des problèmes de vol. Fait que finalement, ils ont manqué mon premier match. Ben, j'étais comme, wow. Ouais. Mais le premier match a bien été. Je savais que je jouais le lendemain. Ah, OK. Fait que là, on est arrivé au Quai Post-Stress. Je joue le lendemain. Le match contre Saint-Louis. Fait que là, eux étaient arrivés le matin. Ils étaient déjà là. Là, au moins, j'étais ensemble. On parlait de la game, comment ça a été. On était quand même excités. Malgré qu'eux n'avaient pas vu la game, l'excitation était quand même là. Puis aussi, ils me voyaient pour la deuxième game. Puis la deuxième game, en plus, j'ai scoré devant eux. C'est la première game qu'ils m'ont vu jouer. Puis j'ai scoré aussi devant eux. Et c'était juste encore plus malade. Ben oui, c'est malade. Puis t'avais, je pense, quelques-unes de tes sœurs, si je me trompe pas, qui se sont jouées. Oui. Deux de mes sœurs étaient là. Ouais. Deux de tes sœurs qui étaient là. Et t'as scoré ton premier but. D'ailleurs, c'est malade parce que tes parents, si je me trompe pas, parce qu'on a le clip sur YouTube, là, je pense qu'ils ont une petite couverte sur eux. Ils ont un petit doudou sur leur genou. Puis là, quand tu scores, ben là, la doudou prend le bord, tu comprendras. Ils se lèvent, tout ça. Et est-ce que tu te souviens, même que j'ai remarqué au passage, est-ce que tu te souviens qui a fait une passe sur ton but? Ben oui. Je l'ai remercié plusieurs fois à mon bon ami Alex Galchenyuk. Oui, que les gens à Montréal se souviennent très bien. Chucky, Alex Galchenyuk, qui a joué pour le Canadien. Oui, je pense qu'il a essayé de tirer au but puis il est passé tout droit. Puis c'est la plus belle erreur qu'il pouvait faire parce que ça s'est tiré. La plus belle erreur qu'il pouvait faire. Mais c'est pour ça qu'on dit toujours de juste aller au net. Quand on dit d'aller au net puis les belles choses arrivent, tu sais. Peut-être son tir, c'était un rebond, puis après ça, sur ma palette. Peu importe. Je fais juste aller au net. Et puis, tu l'as mérité parce que si on regarde la reprise, il y a un autre gars de NDG qui a essayé de te barrer la route. C'était Marco Scandella, qui est pas exactement petit, by the way. Et puis, t'as passé... il fallait que tu passes à travers Marco là, pour te ramasser où il y a la rondelle. Fait que tu as été chercher chaque once, puis tu as mérité chaque seconde, chaque once de ce but-là parce que tu es allé dans l'enclave puis la zone difficile. Fait que, boum, sa palette, déjoue Jordan Binnington, premier but NHL. Et premier de plusieurs, j'espère. À date, c'est encore ton... à date, c'est ton long... Ben, c'était en fin de saison, évidemment. Là, c'était ton long goal. Mais la rondelle, est-ce que tu l'as remise à tes parents? Bien sûr. Tout est encadré. Le premier jersey du match. Wow. Le bâton avec quoi je scorais, la rondelle. Toutes les mémoires, toutes les memories sont ici. Je suis sûr que tes parents, eux seuls, peuvent compenser pour le manque de personnes dans la foule à Phoenix. Ouais, je pense que juste leur énergie, là, je pense que l'aréna de Phoenix, là, l'ont senti. J'étais vraiment content pour toi, beaucoup, quand j'ai vu ça arriver. Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on se croise, puis c'est ça l'affaire avec toi, c'est que on pense que t'es vieux, mais t'es jeune. T'as l'air d'un gars, tout le monde pense que t'as 32, mais j'ai réalisé un moment donné que t'avais, ça c'était une couple d'années, t'avais 22, puis j'ai fait quoi? Je pensais que t'as l'air d'un homme qui est marié 3 fois qui a l'air d'avoir des enfants, mais finalement, au moment d'enregistrer ceci, t'as 25, je pense? Exact, 25. Ma fête, c'est le 3 août, je me rapproche de l'âge que je ressemble. Même date que ma grand-mère, Lucky Charm. Mais oui, ça, t'es encore tout jeune, finalement. Fait que je l'espère, le début quelque chose. Puis, bon, qui dit Phoenix dit, écoute, je pense que c'est un sujet récurrent au podcast. Puis, tous les gars qui ont joué avec ont tout le temps des histoires. Phil the Thrill, Phil Kessel, la légende. Oh, oui. Parle-moi de ce gars-là qui est un phénomène. Comme tu l'as bien dit, un phénomène. Donc, moi, je l'avais vu un petit peu au camp. Mais tu sais, c'est sûr que dans les camps d'entraînement, c'est un petit peu plus difficile de créer du bond avec les gars. Vous êtes genre 50 personnes, puis tout le monde va à 100 000 à l'heure, essayer de se prouver. Fait que dans les camps d'entraînement, t'es un petit peu partout. Fait que j'étais un petit peu autour de lui, mais
pas tant que ça, mais au moment que je me suis fait appeler, tu sais, là, t'es juste avec l'équipe, c'est un petit groupe, tu voyages ensemble, tu fais tout ensemble. Là, c'est là que j'ai, c'est là que j'ai c'est là que j'ai eu la chance de passer du temps avec le phénomène Phil Kessel. Et puis moi, juste une petite histoire sur lui là qui explique un petit peu à quel point il est drôle. On avait un meeting d'équipe. Fait que tout le monde est là, t'as un meeting d'équipe, puis ils font aussi le power play. Puis là, quand ça arrive au meeting du désavantage numérique, t'as Phil Kessel que lui il fait juste se lever, puis il sort il sort du video room. Puis là, t'as les coachs qui disent hey Phil, non, faut que tu écoutes le vidéo. Puis il est comme non. Il dit moi, ça fait 13 ans que je suis dans la ligue, là. Je regarde pas le vidéo. Puis, ben, il est juste sorti de même. Là, tout le monde était comme oh, what? Oh my God. Et comme lui, il sait qu'il jouera pas en piqué, mettons. Exact. Mais genre, personne n'avait les couilles de juste sortir d'un meeting d'équipe, là, à part Phil Kessel, tu sais. Avec sa petite voix. Hey, Boko. Hey. Yeah, hey, I'm done. I'm out of here. Bye. Comment qu'il dit, Jean-Sébastien D, il disait que dans les warm-up, tout le monde fait des activations avant d'aller sur la glace, puis lui, il est assis à son stall. Lui, il est assis à son stall, il fait ses affaires. Il y a peut-être 3-4 gars qui vont faire des petits massages d'épaule, petits massages de jambes. Il est correct pour aller puis en mettre deux dedans. Il a sa chew puis son café. Ouais. Lui, il vit ça bien relax, mais il faut que tu le laisses de même. C'est comme ça qu'il est efficace, j'imagine. Il a pas manqué de game depuis 2009 dans la Ligue nationale. C'est son streak ongoing. Il a un run, Iron Streak qui est encore ongoing. Il faut juste qu'il se trouve un contrat pour l'année prochaine. Il est rendu là. Oh non, il va s'en trouver un. Un petit contrat quelque part là, pour aller jouer à l'aile. Mais écoute, je pense que toi puis Phil, vous êtes l'inverse en termes de, je sais pas c'est quoi en français, mais du body fat. Le taux de... Ouais. Oh, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est aussi un running gag dans la chambre parce que, admettons, moi puis lui à côté. En plus, on était stallmates. Fait qu'à côté des games, avant chaque game, on s'était juste à côté. Puis lui, il a vraiment... il a vraiment la bédaine de bière. Tu penserais pas que c'est un athlète professionnel. Puis là, il y a moi qui arrive, je suis comme le gros code de partout, Jack. C'est juste deux corps à l'opposé, puis on fait le même sport. C'est juste drôle. Il a l'air d'un gars qui a commencé la retraite il y a 3 ans. C'est malade. Sérieux, ouais. On dirait un papa de 40 ans. Avec avec son petit début de calvitie. Ben écoute, son chandail sur sa photo d'équipe, il a l'air d'avoir pris un chandail comme plus large pour pas que tu vois, genre trop que ça soit moulant. Ouais, c'est son style, ça. Son swag. C'est quoi qu'il fait? Tu sais, toi, t'es assis à côté de lui. C'est quoi son pre-game, sa pre-game routine au bon fil? Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Comme il arrive là, puis il attend juste pour que ça commence, puis... Et apparemment qu'il adore le Coca-Cola. Ouais. En des périodes, pardon. Puis entre les tout le monde périodes. Tout le monde est sur le Gatorade, sur les BCAA, sur de l'eau. Là, t'as lui qui prend du Coca-Cola, là. Wow. Quelqu'un qui m'a dit, je me sais plus qui m'a conté qu'à un moment donné, en voyage d'équipe, il avait ouvert sa valise, Phil, puis il y avait juste des bonbons. Puis moi, t'es comme, t'as pas amené des vêtements? T'as 8 ans? Non. Ça serait lui. Ça serait lui, ça. Mais tu sais, ça marche. Moi, je le blâme pas parce que ça marche. If it ain't broke, don't fix it. Exact. C'est peu importe. Tu as parlé des coachs tantôt, on l'oublie, mais c'est André Tourigny puis il y a Mario Duhamel aussi qui sont à Arizona. Moi, évidemment, je connais pas André Tourigny, mais je veux dire, c'est quoi son style, André Tourigny? Quel genre de coach il est? Moi, c'est le coach intense. Mm-hmm. Tu vois, moi, c'est le genre de coach que j'ai toujours aimé. C'est un coach qui a une vraie passion puis qui a la arme là, d'aller chercher une game. Puis c'est il est de la même chose aussi aux pratiques. Tout se fait short puis intense. Écoute, moi, ça va juste extrêmement avec mon style. Et puis je pense qu'il aime ça aussi les gros joueurs qui jouent robuste. Fait que c'est sûr que déjà là, à la base, c'est un petit peu plus facile d'établir une connexion avec lui. Quand il fait venir dans le bureau, puis avec Mario, tout ça, ça doit parler en québécois un peu en Arizona, j'imagine? Ouais. Bon, on essaie pas trop d'en abuser aussi. C'est quand même un setting.
c'est quand même un setting assez anglophone, là, quand tu es dans la ligue. Mais tu vois, ça arrive des moments où tu es dans le player lounge, puis c'est juste vous, les Québécois, ben là, c'est sûr, ça va parler du gros Québécois. Y en a-tu d'autres aussi, des Québécois en Arizona? Ben là, ils ont fait ramener, là, il y a GSD qui oui, c'est vrai. Qui join. T'as Laurent Dauphin qui va venir join. Ouais. Fait que là, au moins, j'étais le seul joueur, là, l'année passée, mais là, au moins, il y en aurait un petit peu plus. Ouais. Avant que je te laisse partir, Boko, t'as goûté à tes premiers matchs dans la NHL. C'est tellement difficile, ça, en Ligue nationale. C'est déjà tellement incroyable. Juste que tu as joué, que tu as marqué un but, comme peu importe ce qui arrive dans le futur, tu as fait ça. Comme tu as marqué un but dans la Ligue nationale. Je veux dire, sais-tu, il y a combien de gars draftés en first round qui n'ont jamais joué une game NHL? C'est déjà fou, mais je sais que ton objectif, tu es encore jeune, c'est évidemment de stick, de rester NHL. Qu'est-ce que ça te prend? Qu'est-ce que ça te prend? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que Boko Imama soit un NHLer à temps plein? C'est de rester constant à ma game. Et je pense que dans mes 4 games, j'ai montré un bon preview de qu'est-ce que je suis capable de faire. Et puis, c'est justement sur ça que je compte faire. Je vais continuer à m'imposer physiquement, mais aussi je vais continuer aussi à prouver que je suis capable de jouer dans ces ligues-là. Il y a plusieurs détails dans la game, il n'y a pas juste le côté robuste. Et puis, en général, là, David, je suis juste tellement motivé. Mm-hmm. Je me sens tellement bien. La confiance est à la bonne place. Je sais que ma place est là aussi, donc je vais juste aller la chercher. Parce que c'est ça, hein, c'est, tu sais, les gars, quand ils sont dans la Ligue nationale, c'est qu'ils ont une affaire dans laquelle ils se démarquent, tu sais. Il y en a que ça peut être juste les face-offs, il y en a que ça peut être juste le piqué, il y en a que, tu sais, Phil Kessel, c'est un scoreur, tu sais. Toi, c'est quoi ta qualité que tu dis, hey, moi, je veux que ça devienne ma spécialité, tu sais, tu veux-tu donner un gars de piqué, tu veux-tu donner, contrairement à Phil, d'ailleurs, mais tu sais c'est quoi ton thing que tu dis, moi, j'aimerais ça devenir ce genre de gars-là, puis y a-tu un joueur en particulier qui t'inspire dans ton style de jeu? Ouais, tu vois, quand on parle des gars comme Tom Wilson, c'est de ça qu'on parle. On sait que son étiquette, c'est la robustesse. C'est un gars qui va se battre. Ça, c'est son étiquette. Ça va jamais partir de lui. Mais il contribue aussi sur la glace. Tu vois, il amène des buts à son équipe. Il va bloquer des tirs aussi pour son équipe. Il va faire qu'est-ce qu'il a à faire aussi pour aider son équipe. Donc, c'est ce genre de modèle-là que moi, j'essaie aussi de suivre. Mais de mon style, c'est sûr, à saveur beaucoup aussi. Donc. La saveur beaucoup. Certains diraient que c'est une parfaite prémisse pour amener le setup des épices. La saveur beaucoup. La saveur NHL. Boko, merci tellement. Je répète aux gens, tu n'as que 25, presque 26 ans. Et tu as joué tes premiers matchs avec les Coyotes de l'Arizona. Ben, de l'Arizona, c'est rendu de l'Arizona. C'était Phoenix avant. De l'Arizona, comment t'entrevois la prochaine saison d'aller jouer à l'université? C'est ça, hein, vous allez jouer dans la saison. Ouais, ça va être excitant, tu vois. Mm-hmm. Ça va être excitant. Ça va être j'ai entendu dire que l'énergie, le vibe, ça va. Il y aurait aucune autre équipe qui va avoir ça. Ouais. Donc, et moi j'aime ça. Je pense pas que les équipes vont aimer ça, rentrer dans un petit building avec avec des jeunes joueurs acharnés. Fait que moi je suis excité. J'ai un ami, Charles Perret, qui a fait la joke l'autre jour. Arizona, c'est parfait. C'est la seule équipe où tu peux être à l'université puis jouer NHL en même temps. Tu peux faire ton bac en même temps que tu joues à NHL. Je pense. C'est une joke. Boko, on se voit dans pas long à la classique KR. Et tu as fait ta bière de la journée. Tu peux maintenant aller te coucher. Bonne nappe, mon gars. Dave, merci beaucoup. Puis on se voit la semaine prochaine, mon ami. Yes, take care, man. Merci. Bye-bye. Take care. Merci à beaucoup d'être passé au podcast. Et ça, il a repoussé sa sieste, c'est pas peu dire. Il est présentement pour les Roadrunners de Tucson, le club école des Coyotes de l'Arizona. Il a 3 points en 8 matchs. On suit sa carrière avec intérêt. Passez une superbe semaine et on se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye now.